Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live métier. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes bien réveillés en ce jeudi matin. J'espère surtout qu'il fait plus beau chez vous que chez moi parce que chez moi c'est catastrophique. Je me présente, je m'appelle David, je vais être avec vous pendant cette petite heure pour ce live métier présenté par MyFuture. Alors pour ceux qui ne connaissent pas MyFuture, il y a plusieurs choses chez MyFuture. Vous avez une première partie que sont les offres de stage. Vous allez peut-être en avoir besoin cette année, peut-être les années plus tard. Alors, vous êtes en troisième, vous êtes en second, vous êtes étudiant. Oui, n'hésitez pas à aller regarder les offres pour vous proposer. Et la deuxième partie, qui est intéressante chez MyFuture, c'est la découverte des métiers. Et pour ce faire, on va vous proposer plein de choses, plein de différentes vidéos, notamment la vidéo que vous êtes en train de voir actuellement, qui est un live métier. Qu'est-ce qu'un live métier? Comme son nom l'indique, c'est une vidéo en direct dans laquelle il va y avoir un professionnel qui va arriver, qui va se mettre à côté de moi et qui va vous présenter ce qu'il fait au quotidien. Aujourd'hui, typiquement, on va accueillir Dan, qui est expert comptable. Pour présenter son métier, il va passer par 5 étapes. La première étape, c'est présenter son métier en images, différentes images, etc., qui montrent son quotidien et ce qu'il va faire durant son métier. Ensuite, la deuxième partie de la vidéo, ça va être un cas concret. Il va expliquer une mission précise qu'il fait dans son métier. La troisième partie, c'est son parcours. Ça peut vous intéresser parce que typiquement, vous allez voir par quel parcours il est passé, quelles études il est passé pour faire son métier. L'avant-dernière partie, c'est quels sont les plus et les moins de son métier parce qu'il y a toujours des plus et des moins dans un métier. Tout n'est pas parfait. Et la dernière partie, ça va être un petit cliché qu'il y a autour de son métier. Donc voilà, 5 étapes principales. N'oubliez pas que cette vidéo est un live et qu'il y a un chat. Aujourd'hui, nous avons en modération Margot. Margot qui est là pour un peu répéter les choses qui vont être peut-être un petit peu compliquées à comprendre dans un premier temps et qui va également mettre en avant vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je tiens le même discours que vos profs tiennent avec vous. Il n'y a pas de questions bêtes. Une nouvelle fois, on est là pour vous faire découvrir un métier. Donc, si vous avez des questions, vous utilisez le chat, vous posez vos questions et ensuite, moi, je les poserai à Dan si elles sont vraiment intéressantes, etc. N'hésitez pas à non plus ne pas poser exactement la même question s'il y a une question qui a été posée il y a 5 minutes et on a eu la réponse. Mais vraiment, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, allez-y à fond, donnez-vous. Et sans plus tarder, on peut présenter Dan. Comment vas-tu? Bonjour à tous, c'est top. Très content d'être là. Merci en tout cas pour l'invitation et merci David pour cette introduction. Bon, on est ravis de t'accueillir et bah, sans plus tarder, on peut passer à la première partie qui est ton métier en images. Donc, on va voir tous ensemble ces 6 images en commençant par une des premières. Deux personnes en train de collaborer autour d'une table, un ordinateur. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette image? C'est exactement, ça représente bien mon métier, c'est l'accompagnement du chef d'entreprise, être à ses côtés, donc avec l'ordinateur, vérifier les éléments comptables et avoir toutes les informations pour l'accompagner au mieux, parce que c'est le rôle stratégique de l'expert comptable, c'est d'accompagner le chef d'entreprise dans toute sa vie d'entrepreneur. Ok, très très intéressant. N'hésitez pas une nouvelle fois si vous avez des questions dans le chat. Deuxième image, alors on a un petit livre, c'est ça, qui est un rapport fiscal. Je ne Exactement. sais pas, explique-nous. C'est ça, c'est un peu la bible de l'expert comptable, voilà, la ligne Memento pratique de Lefebvre Dalloz. C'est toute la technicité qu'on doit avoir parce que on a plusieurs casquettes en tant qu'expert comptable. Vous allez le voir dans les autres images, mais on a une, c'est d'être technicien, c'est-à-dire de bien connaître la réglementation et de surtout pouvoir savoir l'appliquer au mieux en fonction des cas qu'on a. Donc ça rejoint le rôle de conseil qui est un des principaux rôles de l'expert comptable. Et donc ça, tous les experts comptables, ils connaissent cette Bible par cœur, ils l'ont apprise au tout début. Exactement, toute la ligne même, et c'est avec ces documents-là, enfin ces livres-là, qu'on passe l'examen du DEC, dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Ok. Mais oui, c'est vraiment montrer ça à n'importe quel expert comptable, il sait ce que c'est. Ok, d'accord. Tout le monde est au courant de ce que c'est. D'accord, très bien, super, merci beaucoup. Et la troisième photo, on est sur une personne sur son bureau, au téléphone, devant son ordinateur. Ça veut un peu montrer qu'on est multitask, toujours. Exactement. Alors du coup, c'est pas moi pour le coup, hein, c'est les chefs d'entreprise. Voilà, l'idée c'est de montrer que on a, je disais tout à l'heure, on a plusieurs casquettes, mais l'idée c'est vraiment d'accompagner le chef d'entreprise, de montrer que en fait on l'accompagne, etc. Mais aussi on est nous propres et nous on est aussi chef d'entreprise,
de notre cabinet. Donc, on a des équipes, des problématiques du chef d'entreprise. Donc, on est un peu des deux côtés de la barrière. On conseille nos clients chefs d'entreprise, mais on est nous-mêmes aussi chefs d'entreprise. Voilà, je voulais un peu montrer ces différentes casquettes. OK, d'accord, et dans ce cas-là, vu que vous aussi vous êtes, à la tête d'une entreprise, est-ce que vous aussi vous avez des conseillers qui vous conseillent? Alors justement, malheureusement pas tant que ça, mais du coup, on a quand même un ordre qui est important, qui est l'ordre des experts comptables, sur lequel on peut rencontrer des confrères, on a des formations, etc. Mais c'est vrai que voilà, c'est le fait d'avoir comme ça un ordre, une fédération, quoi, ça permet si on a des soucis, que ce soit personnel, technique, etc., on a toujours des numéros des personnes qu'on peut appeler. Et donc, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt bien structuré. OK, super. On peut passer à la quatrième photo, c'est une petite présentation, j'ai l'impression? Alors, du coup, c'est une équipe, hein. Je voulais un peu représenter mon équipe, c'était dire que bah, non seulement je gère des aspects techniques, je gère des aspects réglementaires, des aspects de chef d'entreprise, problématique de trouver des nouveaux clients, etc. Mais j'ai aussi une équipe qui gère la partie fiscale, la partie sociale, la partie juridique, et elle a besoin d'être managée. Donc, il y a aussi toute cette partie gestion des temps, gestion des projets, gestion des collabs, etc. C'est vraiment une partie managériale qui est hyper intéressante et qui est propre du coup à n'importe quel manager. Et voilà, OK. donc il faut utiliser tout ça à bon escient. OK, super. Très, très intéressant, et la cinquième et avant-dernière photo. Alors, du coup, c'est la relation clientèle. En OK. fait, bon, évidemment, un expert comptable sans client, bah, il fait rien, hein. Donc, il faut qu'il aille chercher ses clients. Il faut qu'il rencontre des prospects, qu'il les conseille. Donc, il y a voilà, l'aspect relation client, un peu commercialisation des offres. Donc, il y a toute une recherche quand on se lance et quand on gère son cabinet. Quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce qu'on sait bien faire, qu'est-ce qu'on ne sait pas bien faire, quelle est la typologie de client qu'on a déjà. Et évidemment, on ne se lance pas en étant juste diplômé, on a quand même une expérience. Et du coup, c'est ce qui est formateur. On sait que bah, voilà, si on a fait beaucoup d'immobilier, on ira plutôt chercher des clients dans l'immobilier. Si on est plutôt, on fait de la production audiovisuelle, comme moi, j'ai pas mal de clients dans l'audiovisuel, bah, du coup, je vais plus aller chercher cette typologie de clients. Sachant que chaque client a ses spécificités. Donc, voilà, l'idée, il y a toute cette partie-là commerciale, quoi. OK, et dans cette idée-là, vous essayez à chaque fois de viser une clientèle spécifique, ou vous élargissez au maximum, les diverses, métiers que vous Alors, pouvez, conseiller? bah, en fait, l'idée, c'est de pas se fermer sur un seul secteur, parce OK. que comme on l'a vu, par exemple, pour le Covid, il y avait les restaurants, tout était fermé, etc. Donc, ceux qui étaient vraiment liés à cette activité-là, bah, ils ont été touchés de plein fouet, indirectement. Donc, Mmh. l'idée, c'est d'avoir un peu des clients assez diversifiés, et même intellectuellement, c'est plus challengeant d'avoir plusieurs domaines d'activité, domaines de compétences, et ça permet un peu de faire bénéficier tout l'écosystème qu'on a comme client avec des connaissances et des choses qu'on a eues avec certaines expériences, quoi. OK, d'accord, très intéressant, et la dernière photo? Alors, du coup, c'est ça. En fait, on gère des équipes, on produit, mais du coup, c'est ce que je voulais insister sur ça, c'est qu'on produit aussi. On produit des rapports, on produit des bilans, on produit des Mmh. comptes rendus, etc. Donc, on ne fait pas que gérer, que prospecter, etc. Mais on est aussi, comme je disais au début, technicien, et on est là pour produire des rapports, vérifier la qualité de ce que notre équipe a fait. On est un peu les garants de notre cabinet. Donc voilà, il faut s'investir et produire des comptes, hein. D'où cette image un peu d'usine. Ce n'est pas du tout Ouais, que tu travailles dans une usine, hein, c'est que c'est ça. Non, non, c'est vraiment ça fonctionne et exactement. ça travaille, quoi. Et on produit comme dans une usine, mais voilà, c'est OK, l'idée. ça va, super. On a une petite question pour l'instant de Lola, qui nous pose une question, avec des clients difficiles, comment est-ce que vous agissez? Des clients difficiles, alors oui, on en a, hein, forcément. Il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a la méthode la plus simple et la plus radicale, c'est qu'on augmente énormément nos prix, et du coup, bah, ça fait partir le client. Ça, c'est la méthode douce. Et après, la méthode forte, c'est bah, on a tout un dispositif pour arrêter certaines missions quand les clients sont difficiles. Donc, je peux donner quelques exemples. C'est quand les clients ne nous fournissent pas les justificatifs pour qu'on puisse faire la compta,
Mmh. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait, le métier de base, c'est on traite les documents qui nous sont parvenus. Donc, on traite tout ce qui vient de la banque, toutes les opérations bancaires. On gère toutes les factures d'achat, de vente, etc. Donc, si on n'a pas ces factures-là, ben, on ne peut pas produire de comptabilité. Et du coup, on ne peut pas conseiller le client, puisque en fait, la comptabilité, c'est la base qui nous permet de conseiller nos clients avec des éléments probants, etc. Donc, si on n'a pas ces éléments-là, on arrête en général la mission. Donc, voilà, soit méthode douce, soit méthode un peu plus forte, avec voilà, des recommandés et une procédure qui est prévue pour arrêter avec les chiffres. OK, très, très bien. J'espère que Lola est contente de cette réponse et que ça lui convient très bien. On peut passer à la seconde partie qui est un cas concret. Donc, à savoir que le cas concret où est le cas concret? Ah oui. Alors le cas concret, c'est pas celui-ci, ça va être plutôt celui-ci. Donc, voilà, pour vous donner une idée, le cas concret, c'est vraiment sur une problématique donnée. Dan va vous expliquer ce qu'il est en capacité de faire, qui est une mission précise qu'il a à faire dans son métier. Voilà, l'idée, c'est d'un peu expliquer ben, qu'est-ce que je fais, pourquoi, et avec des exemples un peu concrets. Donc, en fait, les missions principales que j'ai, c'est évidemment de conformer les entreprises aux obligations légales. Donc, bah, c'est des exemples concrets, c'est la TVA, l'impôt société, tenir une comptabilité informatisée, voilà, c'est toutes ces La choses-là. la DDA, tu peux dire à quoi ça correspond? Parce que peut-être que certaines La personnes TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Voilà, OK, c'est en gros ce que tout le monde paye dès que vous ouais. achetez n'importe quel produit, vous avez une TVA, mais sauf que en tant que personne physique, du coup, en tant que personne, vous la déduisez pas, en fait, vous la payez, c'est transparent pour vous, vous la voyez pas. Mais pour les entreprises, il y a tout un jeu de déduction et de collecte qui peut Mmh. être fait, et du coup, c'est pour ça qu'ils font appel à nous, c'est pour la calculer, et pour savoir combien ils doivent aller. Donc ça, c'est l'obligation légale, on va dire, c'est le niveau 1 de ce qu'on fait. Et OK. après, il y a l'utilisation de la compta, parce qu'en fait, faire une compta, c'est bien, mais en fait, il faut que ça soit utile pour le chef d'entreprise. Il ne faut pas juste que ce soit se conformer aux obligations légales, mais c'est de donner des indicateurs de performance. Donc, par exemple, des choses toutes bêtes, c'est que, voilà, par exemple, hier, il y a un client qui m'a appelé, il m'a dit, voilà, je vais acheter un restaurant. Ouais. Le restaurant, il est détenu par une société. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est pas rentable? Est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir sur la société? Donc, il m'a envoyé les bilans et j'ai analysé le bilan et je lui ai dit, bon, voilà, il y a un crédit vendeur, il y a telle et telle problématique qu'il faut anticiper. Et du coup, ça fait jouer sur le prix et surtout sur l'intérêt de l'achat. Donc, on intervient, comme je disais tout à l'heure, vraiment en tant que conseil Ouais. sur vraiment plein d'opérations, que ce soit des opérations de rachat de société, juste savoir si la société elle est bénéficiaire ou pas. Donc les indicateurs de performance, ça permet de dire aux gens, bah oui, vous faites de la marge, donc vous gagnez de l'argent, parce que l'objectif premier d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc voilà, on voit si c'est bon et après on voit comment on peut bouger les choses pour que ce soit plus rentable ou en tout cas améliorer la performance de l'entreprise. Ouais, voilà, c'est vraiment un accompagnement global. S'il y a une envie, par exemple, de rachat d'une structure ou quelque chose comme ça, sur les plus, les moins qu'il faut prendre en compte pour un Exactement. client. Exactement, et voir s'il y a des problématiques le vendeur n'a pas parlé, ben on voit voilà, s'il y a des dettes, s'il y a des choses comme ça, on peut prévenir l'acheteur et lui dire attention, voilà, il y a ça. On appelle ça des due diligence. D'accord. Euh, alors du coup, oui, et donc forcément, enfin, ces missions-là, il faut les manager et du coup, il peut y avoir des problèmes sur ce genre de sujet. Mmh. Les principaux soucis de gestion, c'est la communication avec le chef d'entreprise. Donc, ça rejoint un peu la question de là. Hein, c'est quand on n'arrive pas à communiquer avec lui ou Ouais. qu'il ne comprend pas notre intérêt ou qu'on lui dit que voilà, il faut opter pour telle stratégie, mais qu'il ne comprend pas en fait l'intérêt de la stratégie. Ou il y en a même qui ne comprennent pas notre rôle tout court hein, de conseil. OK. Donc, bah, du coup, il faut aviser et voilà, être pédagogue le plus possible, psychologue même des fois. Mais en tout cas, il faut gérer ce genre de situation. Et après, il peut y avoir des problèmes d'organisation interne, bah, que ce soit par exemple des collaborateurs qui ne sont pas forcément bien formés des process qui ne sont pas forcément mis en place. Et on les aide aussi sur ça pour que, en gros, tout soit fluide dans OK. l'entreprise. Mais tu disais, tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui ne comprenaient pas trop votre rôle.
pourquoi ces personnes, elles feraient appel à vous si elles comprennent pas trop votre rôle, en fait? Bah, en fait, ça arrive souvent, c'est qu'en fait, il y a la logique de dire: «Bah, j'ai une société, il faut que j'ai un expert comptable parce que je ne sais pas comment on paye la TVA, je ne sais pas comment on calcule l'IS, je ne sais pas, voilà, et que le bilan, je ne sais pas le faire». Ouais, Pas un expert comptable, mais en fait, l'expert comptable, comme je disais, il fait pas que on se conforme pas juste aux obligations légales. On essaye de le conseiller sur bah, des optimisations, sur des dépenses qui sont éligibles ou non éligibles. Donc, par exemple, le cas vraiment le plus classique, c'est on voit le client, on lui dit bon bah par exemple, vous ne pouvez pas acheter de costume sur la société, même OK, si vous pensez que c'est dans l'intérêt de la société, vous ne pouvez pas l'acheter et ouais, que lui, en fait, il dit: «Ah bah non, moi, ça m'intéresse pas, je vais l'acheter, quoi». Donc OK, voilà, c'est ouais, plein de petits exemples comme ça. On lui dit: «Voilà, il faut peut-être changer de forme juridique parce que ça correspond pas» et il n'écoute pas ou en tout cas, il n'en prend pas conscience et surtout qu'en fait, il a une vision un peu court terme. Nous, on a un peu mmh, la vision long terme. On sait ce qui ouais, va se passer si jamais il fait ce genre de choses et du coup, voilà, il peut y avoir une incompréhension, sur ces OK. sujets-là. OK, d'accord et donc l'apport de la solution ensuite, c'est, mise en Voilà, place la part de la d'outils. solution, c'est mise en place d'outils et de Mmh, procédures. Donc, bah, par exemple, j'ai un groupe en fait d'écoles d'ailleurs sur lequel je suis intervenu et ils avaient beaucoup de mal en fait à gérer leur comptabilité. C'était sur des vieux outils, il y avait beaucoup de turnover, enfin, il y avait beaucoup de changements de collaborateurs parce que et voilà, ils étaient un peu épuisés de travailler comme ça. Et on a OK. mis en place des nouvelles procédures, des nouveaux outils des outils connectés. Voilà. Donc, il faut aussi connaître un peu le marché, savoir comment fonctionnent tous les outils Mmh. et les connecter pour que ben, on puisse intervenir rapidement et mettre en place des nouveaux process pour que ça fonctionne le mieux possible. Donc il y a vraiment aussi cette idée de se dire, c'est un métier qui est toujours en mouvement et qui a l'air du temps. C'est-à-dire qu'on peut pas être même si on l'a vu tout à l'heure, il y a une sorte de livre, de bible de départ, il faut toujours se mettre à jour par rapport, aux nouveautés que vont faire face les entreprises, en fait, qu'elles vont faire face. Exactement, exactement. La législation, elle évolue pardon, tous les jours. Donc, OK. vraiment, il faut vraiment se tenir au courant de la législation constante. Mais il y a aussi une nouvelle part avec bah, l'intelligence artificielle, Mmh. la façon les nouvelles technologies de travail, etc. Enfin, voilà, par exemple, avant, le, le- le- le client venait avec une boîte à chaussures et toutes ses factures dedans, il venait nous les déposer. Ouais, Maintenant, il y a des plateformes de dépôt des pièces qui sont lues une intelligence artificielle, qui font une pré-comptabilisation. Donc, le métier a complètement évolué vers une digitalisation très importante. Et un bon expert comptable, il connaît aussi bien la réglementation que les outils qui sont en place sur le marché et qui les OK. conseille à ses clients. Donc, il y a vraiment aussi toute une dimension digitalisation problématique comme ça qui doit être gérée et qui doit être maîtrisée parce que voilà, les clients, ils ont aussi envie qu'on soit dans l'air du temps et qu'on fonctionne de manière la plus optimisée possible. Et si on n'a pas les bons outils, bah, ils ne peuvent pas faire appel à nous, quoi. OK, c'est super intéressant. Je trouve cette partie super intéressante de pouvoir s'adapter, au quotidien à chaque fois aux Et il faut nouveautés. exactement. Il y a une petite question une nouvelle fois de Lola qui est très active sur le chat. Bravo à toi Lola, qui pose la question: «Est-ce que vous avez toujours voulu faire ça?» et je pense qu'on peut profiter de cette question-là pour arriver sur la troisième partie, qui est ton parcours et dans cette, rubrique, tu pourras justement, je pense, répondre à cette question. Exactement. Bah, c'est une super transition. En effet, enfin, j'ai pas voulu toujours faire expert comptable. De base, je voulais faire de la finance de marché et j'ai fait d'ailleurs mon premier stage en salle de marché chez Groupama. Ça Donc, consiste en quoi la finance de marché? bah, la finance de marché, c'est, pour simplifier, c'est la bourse, c'est OK, l'achat d'actions, donc la gestion de portefeuille voilà, des investisseurs qui veulent acheter et du coup, ils passent par une salle de marché pour acheter des actions. Alors, ça peut être des actions, des obligations, etc. Enfin, il y a plein de produits. C'est comme si il y a le supermarché, il est réservé qu'à une certaine catégorie de personnes et si vous voulez acheter un Kinder Bueno, bah, il faut demander à cette personne d'aller vous le chercher. OK. Voilà, schématiser. Mais c'est grosso modo ça. Et du coup, après, voilà, je vais vous parler un peu de mon parcours et vous expliquer pourquoi j'ai bifurqué vers l'expertise comptable. Donc, bah, je n'étais pas un élève brillant hein, jusqu'à ma seconde première. J'étais plutôt moyen. Première terminale, je me suis dit qu'il fallait que je me réveille et voilà, j'avais envie voilà, de réussir ma vie. Donc, je me suis mis un petit coup de fouet et j'ai attaqué. Donc, j'ai eu un bac ES avec mention et je suis rentré à la Sorbonne, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en licence de gestion. Et en fait, au bout de la deuxième année, il y a un concours pour entrer dans une filière sélective.
Ça s'appelle le MSG Finance que j'ai fait. Du coup, j'ai été sélectionné. Et Ok. après, je suis allé sur un Master 2 aussi sélectif qui s'appelle le Master 2 CCA, Ok. qui donne des équivalences au DSCG et qui est le parcours privilégié pour l'expertise comptable. Et en fait, quand j'ai commencé, juste avant de faire un Master de CCA, j'ai fait des stages et un premier job en finance de marché et c'était un domaine et un milieu plutôt qui ne m'intéressait pas spécialement. Et j'ai toujours voulu être mon propre patron, avoir mon cabinet, mon entreprise. Et en finance de marché, ce n'est pas possible. Donc, je me suis bifurqué, plusieurs opportunités personnelles. Ça D'accord. m'a permis du coup de faire mon CCA. J'ai passé du coup le DSCG aussi, qui est diplôme sur de comptabilité et gestion, donc en master 2, Ok. qui veut une 5e année. J'ai fait mes 3 ans de stage à l'ordre des experts comptables et j'ai passé mon DEC qui équivaut à un bac plus 8 Ok. et qui donne le diplôme d'expertise comptable, mais aussi de commissaire aux comptes. Donc j'ai la double casquette, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Ok, super. Et donc, si je résume un peu, il y a eu bac ES, Ouais, ensuite 3 années de licence de gestion. c'est Donc, pour ceux ça, qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que juste après le bac, on peut aller donc à l'université. Donc, toi, c'était la Sorbonne, c'est ça? exactement. À l'université, on fait 3 années, on a ce qu'on appelle une licence. Ensuite, après cette licence, on peut faire ce qu'on appelle un master qui va durer, lui, 2 années. Donc là, c'était un master CCA. Et ensuite, à la fin, durant cette 2e année de master, donc la toute dernière année, la 5e année, il y a eu le DSGG, c'est ça? DSCG, exactement. Et Ok, après, du coup, dès que j'ai eu mon CCA et DSCG, j'ai commencé mon stage de DEC qui dure 3 ans et j'ai passé le diplôme, du coup, ok, les examens du diplôme, du coup, que j'ai eu et du coup, qui donne l'équivalence au commissariat aux comptes. Donc, je ok. suis Et expert donc, comptable et commissaire aux comptes. et c'est 3 années de stage, c'est pas alternance, c'est vraiment Non, stage, non, stage, non. stage. Alors non, non, pardon, non, c'est pas une alternance. On travaille en fait en cabinet, mais on a énormément de formations, etc. Donc D'accord. ça équivaut comme à des années d'études. Parce Ok, qu'il y a des examens, il y a du e-learning, il y a des journées de formation à l'ordre. Donc c'est vraiment un parcours d'étudiant à part entière, quoi. C'est pas, mais par contre, on est en poste, hein. J'ai eu mon CDI quand je suis sorti, quand j'ai été diplômé, et j'ai fait en parallèle mon CDI plus mon DEC. ok. Ok, Voilà. ok. On a une petite question du collège de Plesco ou Plescope, je ne sais pas du tout comment on prononce, je m'excuse si je prononce mal. C'est par rapport à quels sont vos horaires et quel est votre salaire? Alors, mes horaires, c'est très variable, mais en général, je commence à partir de 8h30, 9h moins quart. Je gère un peu mes mails, les urgences. Ok, Après, je lance mon équipe et je finis rarement avant 20h. Donc, voilà. C'est énormément une grosse charge de travail et ouais, des gros horaires. Mais après, voilà, enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu passionnant parce que ouais. on passe de déjeuner d'affaires, dîner d'affaires. Hmm, Hier, j'ai été sur un aérodrome pour un client pour un contrôle fiscal. Donc, j'ai visité l'aérodrome. Donc, voilà, il y a la partie production qui est prenante mais aussi c'est assez diversifié, donc on ne voit pas trop le temps passer. Et moi, j'adore ce que je fais, donc je ne vois pas trop le temps passer. Mais oui, j'ai des grosses journées. Et en période de bilan qui est entre janvier et avril-mai, des fois, on peut avoir des petites nocturnes, 22, 23 heures, et ça peut arriver. d'accord. Et c'est un métier qui amène souvent à être en mouvement? Alors, ça dépend, ça dépend. Moi, j'ai des clients un peu partout en France, donc ça m'arrive de temps en temps de bouger. En audit, on bouge beaucoup, en expertise, beaucoup moins. Moi, j'ai peut-être 1 ou 2 déplacements par mois, mais en vrai, je pourrais même les faire en visio ou autre, mais j'aime bien aller chez le client, voir ses problématiques, rencontrer ses équipes. Voilà, j'aime bien être un peu sur le terrain. Ça permet de comprendre certaines choses qui ne sont pas forcément dites ou qui ne sont pas forcément OK, rapportées. Donc, voilà, l'idée, c'est d'être un peu proactif sur tout ça. d'accord. OK, OK. Très bien. Ensuite, on peut passer, je pense, à l'avant-dernière partie. Quels Ouais. sont les plus et les moins de ce métier? Comme je le disais en intro, il y a toujours un petit peu de moins, mais il y a aussi beaucoup de plus. C'est ça, Je te laisse exactement. commencer par les plus si tu veux. Alors, le plus, ouais, c'est ce qui me passionne dans le métier, c'est vraiment faire partie d'un projet. Comme je vous disais, là, il m'appelle pour ouvrir un restaurant.
je l'accompagne sur les financements, sur l'achat, sur la partie juridique avec l'avocat, etc. Donc, voilà. Et après, ce qui est sympa, c'est qu'après, bah, je vais aller manger dans son resto. Je vois la réalisation de ce qu'on a fait. Donc, voilà, on fait vraiment, c'est palpable en fait ce qu'on réalise. Autant on fait des bilans, bon, c'est pas forcément compréhensible, etc. Mais ça a le mérite d'être fait, d'être là. Autant quand on construit un projet avec un client, bah, c'est palpable, on le voit et ça permet d'en profiter et d'être fier de ce qu'on a accompli, quoi. Et par rapport à la est-ce qu'il y a une durée à peu près moyenne d'un projet ou vraiment ça peut varier du tout au tout? Bah, ouais, ça varie énormément. Ça varie surtout en fonction de la typologie de l'entrepreneur. Quand vous avez un groupe qui est établi, bah, ça va très vite parce qu'ils sont structurés, ils ont l'habitude de faire de la croissance externe, d'acheter des sociétés, etc. Donc, ça va très vite. Et après, quand c'est des entrepreneurs indépendants, bah, le temps qu'ils montent le dossier de crédit, que la famille les aide un peu, etc., ça peut prendre plusieurs mois, quoi. D'accord, OK. Donc, c'est assez variable. Et après, comme je disais, moi, ce que je voulais, c'était être un peu mon propre patron. Je voulais avoir ma société et du coup mon cabinet. Donc, c'est vraiment la notion d'indépendance que je peux Ouais. avoir en tant qu'expert comptable parce que voilà, moi, j'adore ce que je fais. J'ai envie d'avoir une grosse équipe, etc. Mais il y a des experts comptables qui sont tout seuls et qui interviennent 2 jours par semaine, 3 jours par semaine Ouais. dans des sociétés. Donc, on peut jauger, on peut doser son investissement, son nombre de clients. Il y en a qui disent, bah, moi, je ne veux pas de gros clients, je ne veux pas de petits clients. Enfin, voilà. On peut sélectionner, on est vraiment indépendant sur notre business, on fait un peu ce qu'on veut et on a la possibilité de le faire parce qu'il y en a qui ne peuvent pas choisir leurs clients. Nous, on a la Mmh. possibilité, on a beaucoup de demandes, donc ça nous permet vraiment d'être indépendant et de faire un peu comme on veut, quoi. Ouais. Et ça, c'est une donnée ça, c'est une donnée importante parce que, quand on est jeune aussi, des fois, on peut commencer à avoir certaines envies et c'est vrai que ce côté d'indépendance, ça peut aussi facilement nous diriger vers ce qu'on a envie de faire plus tard. Dans le sens où il y a des gens qui sentent dès le départ s'ils ont envie plutôt d'avoir, comme tu l'as dit, un patron au-dessus de soi forcément, ou s'ils préfèrent justement être accompagnés d'une grosse équipe et cetera. Donc c'est un élément qu'il faut prendre en compte et le fait de préciser justement que l'indépendance, c'est un point fort de ce métier, ça peut, typiquement vous aider, vous qui nous écoutez, à peut-être vous dire: «Ah oui, moi ça me plaît d'être indépendant plutôt dans mon métier» et ceux qui ne veulent pas être indépendants aussi ont le droit tout à fait. Par exemple, moi, c'est mon cas, je suis pas forcément indépendant et ça me plaît tout autant. Donc voilà, c'est un point fort, je pense, qui est important de souligner. On a une petite question, du collège Léonard de Vinci qui, demande effectivement, c'est vrai que j'ai pas insisté là-dessus, sur, une fourchette de salaire. Alors, en général, quand on est indépendant, les salaires, ça va entre, on va dire, 7 et 15 000 par mois, OK. net. Et après, ça dépend de si on est salarié, parce que ça me permet de rebondir sur ça. On peut être expert comptable salarié, hein, il y en a plein qui Mmh. travaillent salariés dans des grosses boîtes. Et du coup, voilà, grosso modo, c'est à peu près ça, les fourchettes de salaire qu'on perçoit en tant qu'expert comptable. Ça marche, super. On peut donc passer au petit point négatif. Petit Voilà. point négatif, du métier, voilà, c'est pas non C'est plus, ça. Et c'est lié aussi à l'indépendance, hein, c'est que ouais. du coup, il y a quand même de la gestion du personnel. Donc, bah, il faut gérer un peu les humeurs de chacun, les absences. Voilà. Donc, il y a cette gestion qui n'est pas forcément innée et qu'il faut apprendre avec le temps et du coup, qui, moi, me gêne un peu parce que du coup, souvent, on glisse en policier, quoi. Donc, c'est pas le rapport que j'ai envie de voir avec, moi, j'ai envie d'avoir avec mon équipe. Donc voilà, mais ça s'apprend, ça se construit, c'est pas des choses qui sont innées. Comme la négociation, hein, c'est des choses qui s'apprennent. La négociation, c'est plutôt voilà la négociation des honoraires, négociation quand en fait on rencontre un prospect, il nous explique ses besoins et en fonction de ce qu'il nous explique, il faut que moi j'arrive à jauger le temps qu'on va passer sur le dossier. Parce que D'accord, nous, en fait, ce qu'on vend, c'est notre temps, c'est notre savoir. Donc, d'accord. si je vais passer 10 heures sur un dossier, c'est pas du tout le même prix que si je vais passer 20 heures ou 50 heures. Donc, il faut qu'en fonction de son récit, moi, j'arrive à identifier les points importants, c'est-à-dire son volume d'affaires, comment il est organisé, est-ce qu'il est structuré, pas structuré, etc. Donc, je vais déterminer un volume de temps. Je vais dire, et en fonction de chaque collaborateur. Donc, je vais dire, moi, je vais passer 10 heures à réviser le dossier.
mon collaborateur comptable, il va passer 20 heures à traiter les éléments. Ok. Ma juriste, elle va faire ci, elle va faire ça, etc. Et en fonction de ça, ben, je détermine un barème. Chaque collaborateur, il y a un taux horaire. Et du coup, je définis un montant. D'accord. Donc ça, il faut, il faut l'expliquer, il faut avec pédagogie le faire comprendre comment moi je me suis basé, est-ce que c'est une estimation qui est bonne ou pas bonne, et du coup, il faut non seulement que je me trompe pas sur les volumes, parce que si je lui dis que par exemple mes honoraires c'est 1 000 euros par mois et en Hmm. fait 1 000 euros je ne gagne pas d'argent, du coup c'est pour ma pomme quoi. Et en plus de ça, il faut que le client il comprenne dans mon positionnement de prix qu'est-ce que j'ai, quelle valeur il va avoir, quoi. Sachant qu'on est tous différents, on est tous organisés différemment. Donc voilà, il faut bien faire comprendre tout ça. Et ça, c'est pas mon fort. Je suis pas spécialiste en négociation. Voilà. Donc, mais voilà, il faut l'apprendre et c'est important. Ouais. Enfin, voilà, tous les jeunes qui m'écoutent, c'est vraiment des choses qu'il faut commencer dès le début. Voilà, faire fonctionner son réseau, Hmm. comprendre les problématiques de chacun, comprendre les éléments de langage, ils sont clairs ou pas clairs, etc. Donc ça, c'est des éléments qui permettent après de savoir comment se positionner. D'accord. Ok, super intéressant. Et donc, oui, donc comme tu l'as très bien expliqué, en fait, les honoraires, c'est en fait le temps que vous allez consacrer de travail sur un dossier, entre guillemets, Exactement, mais qui c'est compte ça. pas vraiment comme de la pratique pure, c'est ça? C'est pour ça qu'on appelle ça honoraire? Alors oui, en fait, nous, ce qu'on vend, c'est du coup notre temps, et quand on vend du temps, c'est considéré comme des honoraires. D'accord. L'idée, c'est voilà, de, de, de différencier chaque intervenant sur le dossier et le temps qu'il va probablement passer. Bon, donc après, je commence à avoir l'habitude, c'est quelques années que je le fais, donc je sais quand quelqu'un vient me voir, par exemple là, j'ai Ok. une petite librairie américaine qui est venue me consulter pour savoir si je pouvais m'occuper de leur dossier. Voilà, ils m'ont expliqué comment ils fonctionnaient, etc. Donc, je sais à peu près combien de temps je vais pouvoir passer sur le dossier. Donc, ça permet voilà, de se positionner et d'expliquer en fait pourquoi j'ai construit le prix comme ça et quelle valeur je vais leur apporter. D'accord. Ah oui, donc avec ton expérience, en fait, maintenant, tu arrives assez facilement par rapport à la structure qui arrive et qui te propose des choses, à connaître le temps d'honoraires que tu vas pouvoir donner Exactement. pour ça, quoi. Ouais, Ok. complètement. On a une petite question, qui est en rapport, avec un petit mot qui est en plus dans ton métier, qui est expert comptable. On demande quelle est la différence entre juste comptable et expert comptable? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, comptable, c'est jusqu'à bac+5. Donc, en fait, quand on a DCG ou DSCG, donc c'est les diplômes comptabilité et gestion et diplôme Mmh. supérieur de comptabilité et gestion, donc bac+3 ou bac+5, on est comptable. Et quand on a le diplôme d'expert comptable, donc le DEC, qui est après 8 ans d'études, Mmh. là, on est expert comptable. Et c'est ce qui fait la différence. Donc, il y a des experts comptables qui sont à leur compte ou pas à leur compte, ça, peu importe. Dès qu'on a le diplôme d'expert comptable, on est expert comptable et commissaire aux comptes. D'accord, et ça va changer sur, le type de dossier qu'on va avoir à gérer? Alors, ça va changer sur plusieurs points. Ça va changer sur le fait qu'on puisse s'installer à son compte. Quand on est comptable, on ne peut pas être à son compte. Quand on est expert D'accord. comptable, on peut être à son compte. Donc, OK. ça va changer sur ce sujet-là. Ça va changer sur aussi la responsabilité. La responsabilité d'un expert comptable, elle peut être engagée si jamais il y a des erreurs sur le dossier ou il y a des manquements, alors qu'un comptable ne peut pas engager sa responsabilité. Et bon, la différence aussi, voilà, c'est le niveau de diplôme qui fait que on a une expertise plus poussée quand on est expert comptable que quand on n'est pas expert comptable. OK, super, c'est très, très clair. On peut, je pense, passer à la dernière partie de ce live métier, qui est cliché anecdote, et donc C'est toi, ça. tu as pris un cliché plutôt. Ouais, exactement. Et du coup, c'est ce qui m'a fait penser, c'est que j'ai un client qui vend des souvenirs et il m'a offert une petite statue d'un expert comptable qui avec une petite lampe, des livres, etc. Et du coup, ça m'a fait penser vraiment au cliché de l'expert comptable qui est dans une pièce sombre, qui rencontre personne, qui est tout le temps dans ses livres en train de faire ses comptes avec sa petite calculette. Donc voilà, c'est pas le métier d'expert comptable aujourd'hui, peut-être avant, je sais pas, enfin, avant que je commence, mais en tout cas aujourd'hui, c'est pas du tout ça. On est entièrement digitalisé, on utilise des outils, on est au contact de nos clients, on est dynamique, on est sur plein de sujets différents, que ce soit
fiscales, sociales, d'évaluation de société, problématiques comptables, etc. Donc, on est vraiment sur plein de sujets, et des sujets qui sont vraiment challengeants. Donc, voilà, c'est vraiment pas l'idée enfin, c'est vraiment pas l'image d'un expert comptable qu'il faut avoir avec ce cliché, quoi. Ouais, OK, bah, donc voilà, faites attention. Si vous aviez ce cliché en tête, ça ne se C'est passe ça. pas du tout par de cette manière-ci. Exactement. J'espère que je Donc vous ai convaincu du coup que c'était pas le cas. c'est ça, c'est ça, c'est ça et l'équipe, par exemple, avec laquelle, tu travailles, c'est une équipe qui grossit ou c'est à peu près toujours, le même, nombre? Non, ça bouge pas mal. On a pas mal fait évoluer un peu le cabinet. Il y a 5 ans, on était 5-6, et aujourd'hui, on est presque 14. Donc, Ah oui, ça augmente pas mal. d'accord. Et oui, après, en fait, bah, c'est un cercle vertueux parce que, Mmh. bah, en fait, on a des missions, en gros aussi, donc on a des missions plus intéressantes, on a des clients plus intéressants. Ces clients, ils sont en général contents de ce qu'on fait, donc ils nous recommandent. Donc, on a de nouveaux clients, etc. Donc, voilà, c'est un cercle vertueux, et plus on a des clients intéressants, plus on arrive à recruter des collaborateurs motivés qui ont envie de s'impliquer. Donc, OK. plus les clients sont contents, et etc. etc. Donc voilà, ça a pas mal évolué, et j'essaye de faire évoluer mon cabinet voilà, sur plusieurs axes stratégiques, c'est-à-dire la digitalisation des Ouais. process, une réactivité, voilà, et répondre au plus vite à nos clients et de manière qualitative, et voilà, et d'être structuré pour pouvoir répondre à pas mal de types de dossiers et de typologies de problématiques. OK, trop bien, trop bien. On a une question du collège Léonard de Vinci qui nous demande: «Combien d'heures de travail pouvez-vous avoir sur un gros dossier?» Un gros dossier. C'est un gros dossier. Alors, euh, ça dépend, en fait, ça dépend des problématiques, mais sur un très gros dossier avec pas mal de problématiques, on peut avoir, oui, plus des centaines d'heures de travail, hein. Ah ouais, C'est important, ouais, complètement. Après, et c'est pas exactement, en fait, il y a plusieurs travaux qui sont faits. Il y a le traitement comptable, c'est tout simplement et convertir en écriture comptable une pièce. Donc, on a une facture d'achat, il faut le mettre dans tel compte comptable. Donc, ça, c'est le traitement comptable. Après, on a OK, l'analyse du dossier, c'est-à-dire vérifier que tout est bien payé, qu'on a bien appliqué le bon compte comptable pour la bonne charge, etc. Parce qu'en fait, tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à montrer si on gagne de l'argent ou pas au final. Et OK, en fait, il y a plein d'indicateurs, savoir qu'est-ce qu'on a dans l'entreprise, est-ce qu'on a des ordinateurs, est-ce qu'on a combien on paye les personnes, etc. C'est vraiment avoir une vision globale de l'entreprise. Et ça permet du coup d'avoir un traitement. Et après, il y a toute la partie, une fois qu'on a fait une comptabilité qui est propre, il y a toute la partie restitution au client, restitution, comme je disais, d'indicateurs, restitution d'éléments probants sur le dossier, etc. Donc, en fait, en fonction de la mission, on peut avoir, même si c'est un gros dossier, on peut avoir une dizaine d'heures, mais sur certains dossiers, si on met en place des nouveaux process, si on les accompagne sur des problématiques fiscales, de TVA, etc., on peut avoir plusieurs centaines d'heures de travail sur un dossier. OK. Ouais, ça en fait des heures de travail, C'est ça, OK. complètement. Super. J'espère que ça leur aura fait plaisir cette réponse et peut-être dernière question qu'on va aborder, qui peut être intéressante, qui rejoint un petit peu plus, le parcours. C'est dans quelle matière doit-on être fort pour devenir expert comptable? Est-ce qu'il y a une matière dans laquelle qu'il faut pas éviter plutôt à l'école? Il y a pas vraiment de matière qui est prédominante. Moi, j'entends souvent: «Ah, tu dois être très bon en maths, tu dois être très bon en maths». Non, pas spécialement. En fait, il faut juste avoir une logique globale et bien OK, comprendre quelle est la logique fiscale. En fait, les règles fiscales, elles sont émises selon un cadre logique qu'il faut comprendre et appréhender. Et après, voilà. Ce qu'il faut aussi, enfin, je pense, pour vraiment répondre de manière un peu plus structurelle à la question, ce qu'il faut, c'est, je ne sais pas si ça existe encore, mais économie, enfin l'éco, en fait, il faut être bon en rédaction parce qu'on fait mmh, des dizaines de mails, on fait des comptes rendus. Donc, si on fait un mail avec 10 fautes d'orthographe et on ne comprend pas ce qu'on veut dire, bah, du coup, ça, c'est pas bon. Donc, en fait, il y a le français, clairement, hein, c'est la langue de. Et en plus, on a un niveau
d'expertise qui fait qu'on ne peut pas utiliser un mot pour un autre parce que ça peut avoir des conséquences importantes. Donc, le français et l'économie, c'est vraiment les deux piliers, j'ai envie de dire, mais qui ne sont pas forcément ceux qui vont faire que vous êtes un bon expert comptable ou pas. Mais c'est ces deux matières, en tout cas, et qui permettent d'avoir les bonnes bases pour pouvoir construire après toutes les autres connaissances qu'il y a par la suite. Ok, bah super. Je pense qu'on peut conclure sur cette superbe réponse qui Voilà. suivra à tout le monde. On peut remercier tout d'abord toi d'avoir participé à ce live métier. Merci Merci à beaucoup, vous. Dan. J'espère que ça aura Merci fait à vous. plaisir à tout le monde. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à dire merci à Dan. N'hésitez pas non plus à remercier Margot, voilà, qui a été dans la modération, qui a fait un très bon taf. Thomas, également modérateur, qui est arrivé à la dernière minute, qui fait des petites blagues dans le chat, très sympathique. Voilà, merci beaucoup à toi, Dan. Qu'est-ce que Merci tu as à une toute l'équipe. dernière chose à Merci dire? pour votre accompagnement. C'était un petit dernier mot à dire, quelque Ah chose à bah ajouter? merci à tous qui m'ont écouté. J'espère que je vous ai donné envie de devenir expert comptable, en tout cas de travailler dans les métiers de la compta, qui sont divers et variés et très intéressants. Voilà, j'espère que j'aurai fait quelques vocations et voilà, je vous souhaite bon courage à tous pour vos études et bonne réussite pour la suite. C'est super gentil de ta part, merci à toi. N'hésitez pas à vous aussi également de vous inscrire à d'autres événements live qui sont présents sur la plateforme MyFuture. Margot vous mettra certainement le lien. Margot également va vous mettre dans le chat un questionnaire donc en rapport à ce live. N'hésitez pas à le compléter si vous avez le temps, ça dure pas très très longtemps, moins de 5 minutes, je vous promets. Donc voilà, un grand merci une nouvelle fois à Dan. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Passez une très très bonne journée et à tout bientôt.